sert à rien. Mais faut faire quelque chose, il est en train de bouffer ma chronique. Mais de toute façon, il bouffe tout. Tu préfères qu'il te bouffe toi, c'est ça? Mais ça fait 6 mois que je suis dessus. Mais on va peut-être tous disparaître à cause de cette invasion extraterrestre. Tu crois vraiment que quelqu'un en a quelque chose à foutre? Ah bah t'aimerais pas savoir, toi, pourquoi ils nous envahissent? Bonjour à tous, et bienvenue dans ce nouvel épisode de Tenté, dans lequel nous allons nous pencher sur l'invasion extraterrestre. Alors tout d'abord, qu'est-ce qu'un extraterrestre? C'est simple, me direz-vous, la réponse est dans son nom. Un extraterrestre, c'est quelque chose d'étranger à la Terre. Et on les connaît bien tellement ils sont présents dans la culture populaire. Alien, Predator, E.T., Independence Day, District 9, la soupe aux choux. Globalement, les extraterrestres nous font peur. On ressent ce mélange de crainte et d'admiration masochiste que l'on peut avoir face à des espèces qui seraient susceptibles de nous dévorer, si elles se retrouvaient en face de nous. Les lions, les tigres, les T-Rex, et bien évidemment, les extraterrestres. Et on a tous ce réflexe reptilien de se dire, en cas d'invasion extraterrestre, je pourrais pas m'enfuir. Donc foutu pour foutu, je vais pas me laisser faire. En face de nous, il y a un prédateur, derrière nous, il y a un mur, donc on fait comme tous les autres animaux quand ils sont acculés. On tente l'intimidation. On bombe le torse. C'est d'ailleurs ce que tentent les États-Unis dans Independence Day en envoyant des avions de chasse. Mais bon, les extraterrestres sont capables de venir jusqu'à notre planète. Alors que nous, si on envoie un mec sur Mars, c'est un aller simple, et en plus, on est obligé de l'envoyer avec sa chimiothérapie tellement il a 100% de chance de développer un cancer. Bref, un extraterrestre dans la culture populaire, ça fait flipper. On se doute bien que si on prend un peu de recul, c'est des histoires un peu simplistes. Qu'une invasion extraterrestre, ça tient pas debout. Mais si on part de l'idée que ça peut arriver, moi ce que je me suis demandé c'est quelle science serait la plus qualifiée pour comprendre et peut-être prévenir une invasion extraterrestre? Eh bien cette science c'est peut-être l'écologie, à travers son analyse des écosystèmes. Donc dans cet épisode, je vous invite non pas à faire l'analyse psychologique de ce prédateur, mais son analyse écologique. Donc nous sommes face à une invasion extraterrestre. Qu'est-ce qui va se passer? Pour déjà essayer de comprendre à qui nous avons affaire, rien de tel que ce bon adage, connais-toi toi-même. Car sur Terre, les espèces qui se comportent comme des extraterrestres, il y en a un paquet. Et on les appelle les espèces envahissantes. Par exemple, vous avez peut-être déjà suivi le cas du frelon asiatique. Il est un peu plus petit que nos frelons européens, il est tout aussi flippant, et il est en train de conquérir littéralement toute l'Europe. Tout a commencé avec l'arrivée d'un bateau de marchandises dans le sud-ouest de la France, transportant des poteries chinoises, dans lesquelles une reine Vespa velutina s'était dissimulée. Une fois sur la terre ferme, elle y trouve un environnement très favorable à son expansion. Pas de prédateurs, de la nourriture facile d'accès, un territoire immense à conquérir. Les ruches de frelons asiatiques se sont alors très rapidement multipliées. Mais ce qui les a vraiment fait connaître, c'est qu'elles sont devenues très friandes de nos abeilles. Il faut voir leur technique d'attaque. Elles se mettent en vol stationnaire autour des ruches, et dès qu'une abeille sort, elles la coupent en deux avec leurs mandibules. Et quand on voit les abeilles se défendre, c'est tellement triste. Elles ont trouvé une astuce pour les tuer, mais c'est pas très efficace. Elles se mettent à plusieurs sur un frelon, battent des ailes de telle sorte à le faire chauffer pour le tuer. Du coup, elles s'épuisent, elles peuvent plus aller chercher de nourriture, et la ruche meurt. Une autre espèce ultra connue depuis des millénaires est tellement effrayante qu'elle fait même partie des 10 plaies d'Égypte, c'est le criquet pèlerin. Quand il est isolé, il est pas très dangereux. Il arbore une couleur verte, mange des végétaux, il croise de temps en temps ses congénères, tout va bien. Mais arrive un moment où sa population se densifie et là, il entre en mutation. Sa carapace brunit, il devient agressif, mange des plantes toxiques, devient non comestible, développe l'instinct grégaire et se rassemble en immenses essaims détruisant tout sur leur passage. Donc là, c'est un peu les espèces les plus flippantes. Mais attention, le côté flippant fait pas du tout partie des critères qui qualifient une espèce envahissante. Personne n'a peur des pigeons domestiques par exemple. Et pourtant, ils sont classés dans les espèces envahissantes, comme les sangliers ou les coccinelles asiatiques. Vous avez peut-être déjà utilisé pour manger vos pucerons. Les espèces envahissantes se caractérisent par leur capacité à proliférer rapidement, conquérir de nouveaux milieux et leur tendance à devenir dominantes. Et à ce titre, elles pourraient devenir de très bonnes conseillères en stratégie d'invasion pour les extraterrestres. Vas-y, file-moi le protocole d'invasion. Tiens. Eh? Mais c'est quoi ces conneries là? Qu'est-ce qu'a pondu ce protocole? Ah, c'est notre nouveau stratège. Sérieusement? Non mais attends, je te prends une ligne au hasard. Dis-moi ce que t'en penses. Les soldats devront maîtriser l'art du roucoulement. Leur nidification s'établira en haut des édifices urbains. Ils devront maîtriser et coordonner les projections de leurs fientes. Ils devront sympathiser avec les vieux dans les parcs afin de créer des points de ravitaillement. Oh, mais c'est quoi ça là? On est des extraterrestres ou on n'est pas des extraterrestres? Apparemment ça marche. Mais alors, en quoi un pigeon peut conseiller un extraterrestre pour envahir la Terre? Alors, pour bien comprendre comment une invasion commence, il faut bien comprendre que la majorité des espèces sur Terre sont enchaînées à un ensemble d'autres espèces, qui peuvent être soit leurs prédateurs, leurs maladies, leur nourriture, ou encore leurs concurrents. Et ces liens, on les schématise sous une forme que vous connaissez sûrement, les chaînes alimentaires. Prenons un exemple connu. La mère de Bambi. Je suis désolé si je ravive une douleur chez certains d'entre vous, mais c'est pour la bonne cause. A noter que Bambi, c'est la preuve parfaite qu'on peut aimer un animal, même s'il fait partie d'une espèce envahissante. Car oui, Bambi, au même titre que les extraterrestres, est un envahisseur. Il fait partie de l'espèce des cérélaphes, et ils sont classés dans les espèces envahissantes. Ce qui ne justifie en rien le meurtre de sa mère, soyons d'accord. Donc, la mère de Bambi mange des végétaux. Elle se fait manger par des chasseurs. Donc on a le schéma suivant. Les végétaux au niveau 1,
la mère de Bambi au niveau 2 et le chasseur au niveau 3. Si on fait l'analyse écologique de la mère de Bambi, à travers les liens étroits qu'elle entretient avec son chasseur et ses végétaux, on observe qu'elle est totalement dépendante à tous les niveaux. Sa durée de vie va dépendre à la fois de la quantité de végétaux et de la quantité de chasseurs. Les végétaux et les chasseurs sont donc deux facteurs qui ont une influence directe sur la population des cervidés. Le facteur prédation et le facteur alimentation. Et comme le choix a été fait de les classer sur un axe vertical en niveau, le facteur prédation c'est le facteur descendant et le facteur alimentation c'est le facteur ascendant. Mais c'est le cas le plus simple. Dans la réalité, les chaînes s'entrecroisent, se défont, se resserrent. Du coup, la population de Bambi dépend non seulement des chasseurs, mais aussi de plein d'autres prédateurs, comme les loups, les lynx, les virus et les bactéries. Et pour se nourrir, il va devoir composer avec plein d'autres espèces qui se nourrissent également des mêmes végétaux. Ce qui va rendre plus difficile encore sa possible explosion démographique. Donc Bambi, avant d'être une espèce envahissante, est avant tout une espèce susceptible de devenir envahissante, mais qui a enchaîné un écosystème qui rend les conditions d'une éventuelle invasion impossibles. Bon, vous savez que Bambi n'est plus enchaîné à un écosystème puisque je vous ai dit qu'il était classé dans les espèces envahissantes. Donc je vais pas faire durer le mystère plus longtemps. C'est parce que là où il est envahissant, il n'a plus de prédateurs. Pour une raison très simple, c'est parce que ce qui est susceptible de bouffer un cerf de 150 kg est aussi susceptible de nous bouffer nous, Homo sapiens, ce qui je pense ne dérange absolument pas les cerfs et les sangliers. Et supprimer une espèce d'un écosystème, ça peut sembler une solution simple à un problème simple, sauf que ça fait partie des terreaux fertiles au développement des espèces envahissantes, car toute invasion n'est possible que si l'écosystème est atteint de graves troubles écologiques. Comme on vient de le voir, un extraterrestre, pour pouvoir prétendre envahir la Terre, doit déjà pouvoir prétendre remplir les critères qui caractérisent une espèce envahissante. C'est-à-dire une faculté à proliférer rapidement, envahir de nouveaux milieux et devenir dominant. Quand on regarde Alien par exemple, on voit bien qu'il remplit haut la main ces trois critères. Il pond des œufs dans tous les mecs qu'il croise, il communique entre eux, crache de l'acide, et honnêtement, s'il débarquait sur Terre, pour lui ce serait juste open bar. Donc là, Alien a un fort potentiel envahissant. Mais pour qu'il libère son potentiel, il faut que l'écosystème soit perturbé. La plupart du temps, sur Terre, quand une espèce est introduite dans un écosystème qui n'est pas le sien, elle meurt. Et c'est pareil dans les films d'extraterrestres. Prenons l'exemple de la fin de la guerre des mondes. Bon, désolé ceux qui l'ont pas vu. Dans la guerre des mondes, l'extraterrestre est une espèce à fort potentiel envahissant. Il se retrouve dans un écosystème suffisamment complexe pour y trouver des prédateurs, en l'occurrence les virus et les bactéries. L'espèce ne peut donc pas survivre sur Terre et disparaît. C'est pareil pour le pauvre E.T. qui, en plus de se faire négliger par ses parents, se retrouve tout seul dans un écosystème dans lequel le prédateur veut carrément faire des expériences scientifiques sur lui. Globalement, happy end oblige, les fins d'invasion extraterrestre finissent toujours bien. Mais sur Terre, c'est pas pareil, car il arrive que l'introduction d'une espèce exotique dans un écosystème débouche sur une invasion. Frelons asiatiques, moustiques tigres, grenouilles taureaux, écrevisses de Louisiane, écureuils gris, ces espèces se retrouvent dans un environnement dans lequel leur explosion démographique est inévitable. Absence de prédateurs, de concurrence et abondance de nourriture. L'écosystème souffre d'un manque d'espèces dû à un milieu naturellement pauvre ou qui a subi une simplification de ses chaînes alimentaires à la suite d'un bouleversement. Pollution, changement climatique, disparition ou apparition d'espèces. Nous avons donc par opposition aux espèces à fort potentiel envahissant, des écosystèmes à fort potentiel à se faire envahir. Les environnements qui ont le plus gros potentiel à se faire envahir se caractérisent par des chaînes alimentaires simplifiées. Le plus simple qui existe, c'est le champ de monoculture, qui pourrait pas exister sans engrais, pesticides et insecticides, tellement il serait une aubaine pour les espèces se nourrissant des produits cultivés. La chaîne alimentaire est ultra simplifiée. Engrais, blé, Homo sapiens. Dans Alien, c'est pareil, sauf que le champ de monoculture est remplacé par un vaisseau spatial. La chaîne alimentaire est ultra simplifiée. De la nourriture lyophilisée au rang tropique 1, Homo sapiens au rang tropique 2 et Alien au rang tropique 3. Il y a une dernière chose qui qualifie une espèce envahissante. Sa façon d'envahir un écosystème. L'espèce envahissante peut être une espèce opportuniste. Elle sera le mieux adaptée pour profiter des milieux perturbés, profitant rapidement des ressources comme pourrait le faire un essaim de criquet par exemple. Mais il y a également l'approche des espèces envahissantes dites dominantes, qui elles sont plus adaptées à des milieux aux ressources un peu plus difficiles à obtenir. Ces espèces vont envahir progressivement en gagnant petit à petit du terrain, en modifiant leur environnement. En fait, ce qui est effrayant dans une invasion extraterrestre, c'est pas tant qu'elle soit une espèce potentiellement envahissante, c'est surtout l'apparition d'un facteur de régulation descendante pour Homo sapiens. Ça fait 200 000 ans qu'on se bat pour se débarrasser de nos prédateurs, c'est pas pour qu'une espèce vienne se taper l'incruste au moment où on est plutôt tranquille. D'ailleurs, je sais pas si vous connaissez le tardigrade, cette espèce d'animal qui envahit toute la Terre et qui est le seul capable de survivre dans l'espace. Bah si ça se trouve, c'est un extraterrestre. Mais bon, comme il bouffe que du lichen, on s'en fout. Pourtant, si l'extraterrestre était une espèce potentiellement envahissante, même si elle n'était pas un prédateur, on aurait toutes les raisons de s'inquiéter d'un risque pour l'environnement. C'est ce qu'on peut de plus en plus observer sur Terre avec l'augmentation des moyens de transport et des échanges commerciaux. Des espèces exotiques viennent envahir des milieux dans lesquels elles ont une opportunité de se développer ou même de devenir dominantes sur le long terme. Et il y en a un très grand nombre, et chacun a son histoire. Je vous donnerai des exemples dans la description. L'autre facette de l'invasion extraterrestre est le fait qu'elle soit le reflet de notre espèce. C'est d'ailleurs le parti pris d'Avatar dans lequel nous endossons le rôle de l'envahisseur.
envahisseurs. Il faut bien constater que notre espèce pourrait être classée dans les espèces envahissantes dites dominantes. Et une espèce potentiellement envahissante, si elle n'a plus de régulation ascendante et descendante, voit sa population exploser. Notre espèce s'est débarrassée de ces deux moyens de régulation grâce à la médecine, la disparition de ses prédateurs ou encore l'agriculture. Les autres espèces envahissantes dominantes font la même chose, jusqu'à épuisement des ressources. Et là, c'est le facteur de régulation ascendante qui fait son grand retour. Et c'est sûrement tout aussi flippant. Arriverons-nous à anticiper le grand retour de notre régulateur ascendant? Voilà, c'est la fin de cet épisode sur la notion d'espèce envahissante. J'espère qu'il vous aura plu et qu'il vous fera pas faire trop de cauchemars. En attendant le prochain épisode, vous pouvez toujours revoir les autres vidéos ou encore me rejoindre sur les réseaux sociaux. À très vite.